La pluie tombait comme des aiguilles froides sur le trottoir fissuré de Cedar Lane, tranchant le silence épais de la nuit. À l'intérieur d'une maison faiblement éclairée au bout de la rue, Michael Bennett était assis, recroquevillé dans un fauteuil en cuir usé, le regard vide fixé sur le mur. Sa maison, autrefois remplie de rires et de lumière, était devenue un mausolée de souvenirs. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait enterré Sarah. À 23h47, le son de la sonnette brisa le silence pesant. Michael se figea. La sonnette n'avait pas sonné depuis des années. Le cœur battant à tout rompre, il se leva lentement, chaque pas vers la porte d'entrée lui semblant plus lourd que le précédent. Le tonnerre à l'extérieur fit trembler les fenêtres alors qu'il tendait la main tremblante pour tourner la poignée. La porte s'ouvrit. Debout devant lui, trempée jusqu'aux os, se tenait Sarah Bennett, bien vivante, les yeux remplis de larmes. Michael recula d'un pas, le souffle coupé. Était-il en train de rêver? Le chagrin avait-il fini par le briser? Ou bien le cauchemar venait-il seulement de commencer? Si vous aimez les histoires policières qui vous bouleversent et vous font remettre tout en question, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de ce dont les autres ne parlent qu'à voix basse. Rejoignez notre communauté grandissante avant que la prochaine histoire incroyable ne se dévoile. Michael Bennett était autrefois un homme qui croyait aux joies simples de la vie. Il aimait les dimanches matins tranquilles, une tasse de café noir à la main, les parties de pêche au lac et la douce caresse de la main de Sarah posée sur son genou pendant les longs trajets en voiture. La vie n'était pas parfaite, mais elle était bonne. Et pour Michael, le bien avait toujours suffi. Il avait grandi dans une petite ville, le genre d'endroit où tout le monde connaissait votre nom et celui de vos grands-parents. Après le lycée, Michael avait choisi de rester plutôt que de poursuivre ses rêves dans une grande ville. Il s'était construit une vie modeste en tant que charpentier, mettant tout son cœur dans la construction de maisons pour les autres, rêvant du jour où il en construirait une pour sa propre famille. Sarah était la lumière de sa vie. Ils se sont rencontrés au restaurant de la ville. Elle était serveuse, avec un sourire timide et des yeux qui semblaient renfermer tout un univers. Leur amour n'avait pas besoin de grandes déclarations. Il était stable, fiable et profondément enraciné. Ils se sont mariés sous un chêne dans le jardin de ses parents, entourés de leurs amis, de rires et du parfum des roses en fleurs. Au début de leur mariage, tout semblait facile. Les discussions tardives, les rêves partagés d'ouvrir un jour un bed and breakfast, les après-midi paresseux passés à planifier leur famille. Michael chérissait chaque seconde, sans imaginer à quel point tout pouvait s'effondrer rapidement. Cela a commencé subtilement. Sarah est devenue distante, préoccupée. Elle sursautait au moindre bruit et vérifiait constamment les serrures des portes et des fenêtres. Lorsque Michael lui en demandait la raison, elle éludait la question avec des sourires crispés et des demi-vérités sur le stress au travail ou de mauvais rêves. Mais Michael le sentait. Sous la surface de leur vie, quelque chose de sombre s'insinuait. Un soir, il la trouva immobile près de la fenêtre, le regard fixé sur l'obscurité extérieure. Lorsqu'il l'appela, elle se retourna avec un regard qu'il n'oublierait jamais, une expression non pas de peur, mais de résignation, comme si elle avait déjà accepté un terrible destin. Michael ne le savait pas encore, mais ce regard le hanterait pendant des années. Pendant longtemps, Michael a cru que son amour pour Sarah suffirait à la protéger. L'amour avait toujours été sa réponse à la peur, son bouclier contre les incertitudes de la vie. Mais même l'amour le plus fort ne suffit pas toujours. Au cours des mois qui précédèrent sa disparition, Michael remarqua une agitation croissante chez Sarah. Elle était nerveuse, distraite, souvent perdue dans ses pensées. Parfois, il la trouvait en train de faire et défaire de petits sacs, comme si elle était tiraillée entre rester et partir. Lorsqu'il la confrontait, elle lui répondait avec le même sourire là. « Je pense à l'avenir, c'est tout. » Mais Michael sentait qu'elle s'éloignait de lui. Il se souvenait d'une nuit plus vivement que les autres. Ils étaient assis sous le porche, l'air estival était lourd et embaumait le chèvrefeuille. Sarah s'était appuyée contre lui, posant sa tête sur son épaule. Après un long silence, elle avait murmuré « Peut-être qu'on devrait déménager, recommencer à zéro ailleurs. » Michael avait d'abord ri.
pensant qu'elle plaisantait. « Déménager où, chérie? C'est ici chez nous, avait-il répondu en lui serrant doucement la main. Mais elle ne rit pas. Elle s'écarta légèrement et le regarda droit dans les yeux. « Je suis sérieuse, Michael. Ce n'est peut-être plus sûr ici. » C'était là, à peine perceptible, mais suffisant pour que Michael entrevoie la terreur qui se cachait derrière. Les disputes commencèrent peu après. Sarah parlait de déménager tous les 2 ou 3 jours. Elle devenait de plus en plus paranoïaque, vérifiant 2 fois les serrures, tirant les rideaux même en plein jour. Michael, obstiné dans son amour pour leur maison, résistait. Il pensait pouvoir régler ce qui la dérangeait avec de la patience et des paroles rassurantes. Mais sa peur ne faisait que grandir. Un soir, Michael rentra du travail et trouva Sarah, qui faisait les 100 pas dans le salon, le visage pâle et tiré. Une seule valise était posée près de la porte. « Je ne peux plus rester ici, Michael, » dit-elle d'une voix tremblante. « Nous devons partir, ce soir. » Michael, pris au dépourvu et désespéré, tenta de la raisonner. Il la supplia de lui expliquer, lui demanda qui ou quoi lui faisait si peur. Mais Sarah se contenta de secouer la tête, les larmes aux yeux, et répondit « Tu ne comprends pas, il nous surveille. »« Il ? Qui, Sarah ?» demanda-t-il. Mais elle ne répondit pas. Le coup de grâce survint quelques jours plus tard. Michael se réveilla au milieu de la nuit et découvrit que Sarah était partie. Pris de panique, il fouilla toute la maison en l'appelant dans l'obscurité. Il la trouva dehors, pieds nus dans l'herbe froide, fixant un SUV noir garé au bout de leur rue. Quand il la rejoignit, le SUV avait disparu. Michael exigea la vérité, mais Sarah s'effondra en sanglots, le suppliant de lui faire confiance, de partir avec elle. Contre toute logique, contre tous ses instincts, Michael accepta. Il quitterait la ville, trouverait un nouvel endroit pour recommencer à zéro. Il prévoyait de partir le lendemain matin. Mais Sarah ne vint jamais. Cette nuit-là, Sarah disparut. Pas de lettre, pas d'adieu, pas de traces. Michael signala immédiatement sa disparition. Au début, la ville se mobilisa pour le soutenir et lui offrir son aide et ses prières. Mais au fil des jours et des semaines, des rumeurs commencèrent à circuler. Les gens se demandaient si Michael en savait plus qu'il ne le disait. Après tout, n'était-ce pas toujours le mari? Michael a supporté les regards, les conversations à voix basse dans son dos. Il a coopéré pleinement avec la police, leur fournissant tous les détails dont il se souvenait. Mais aucun indice n'est apparu. C'était comme si Sarah s'était simplement évaporée. Puis, 3 mois plus tard, la police l'a convoqué. Ils avaient trouvé un corps. Le monde de Michael s'est effondré. Il se souvient de l'odeur stérile et suffocante de la morgue, du bourdonnement des néons au-dessus de sa tête. Le corps était en état de décomposition avancée, méconnaissable. Mais le collier, la délicate chaîne en or avec un petit médaillon qu'il avait offert à Sarah pour leur premier anniversaire, a été retrouvé autour du cou de la femme. C'était suffisant. Les autorités ont conclu à un cas tragique mais simple. Enlèvement, meurtre, corps abandonné dans les bois. Une histoire aussi vieille que le monde. Michael était anéanti. Lors des funérailles, debout devant le cercueil fermé, Michael a déposé une rose sur le couvercle. Il repensa à la nuit où elle l'avait supplié de s'enfuir, à la peur dans sa voix, à la façon dont elle lui avait serré la main, comme pour s'accrocher à quelque chose de réel. Il l'enterra lui-même, abaissant le cercueil dans la terre avec des mains tremblantes, murmurant des promesses à la terre. Des promesses qu'il trouverait la paix, qu'il arriverait à tourner la page. Il ne le savait pas encore, mais rien dans la mort de Sarah, ni dans sa vie, n'était ce qu'il semblait être. La nuit où Sarah avait disparu était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être pour un début d'automne. Michael se souvenait du vent qui hurlait dans les arbres, faisant claquer les volets et murmurant des craintes qu'il ne comprenait pas encore. S'il avait su que c'était la dernière fois qu'il la voyait, il serait peut-être resté éveillé. Il aurait peut-être veillé sur elle. Mais la fatigue l'avait emporté, et lorsqu'il s'était réveillé, le lit à côté de lui était vide, les draps encore chauds. La panique s'était immédiatement emparée de lui. Michael avait fouillé la maison, le jardin, les bois derrière la clôture. Il avait appelé son nom dans l'obscurité, jusqu'à en perdre la voix. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune fenêtre brisée, aucune porte forcée,
Juste une porte arrière ouverte qui se balançait légèrement dans la brise, comme si quelqu'un s'était glissé dans la nuit. La police avait été appelée dans l'heure qui avait suivi. Au début, ils traitèrent l'affaire comme une disparition, le genre d'affaire qui se termine généralement par le retour timide de la personne disparue. Peut-être que Sarah s'était enfuie, qu'elle avait besoin d'espace. Peut-être qu'elle traversait une période difficile, dont Michael n'était pas au courant. La ville murmurait des théories, mais personne ne soupçonnait un acte criminel. Pas encore. Les jours se transformèrent en semaines. Des affiches avec le visage souriant de Sarah apparurent sur les poteaux téléphoniques, dans les stations-service, dans le restaurant où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Michael refusait d'abandonner tout espoir. Il dormait dans le salon, attendant que la porte s'ouvre en grinçant, que Sarah revienne dans sa vie comme si de rien n'était. Mais l'espoir, comme tout ce qui est trop tendu, finit par se rompre. 3 mois plus tard, un randonneur a découvert une tombe peu profonde au fond des bois, à environ 30 kilomètres de la ville. À l'intérieur, la police a trouvé le corps d'une femme, en état de décomposition avancée, méconnaissable. Le seul élément permettant de l'identifier était le médaillon en or trouvé autour de son cou, celui que Michael avait offert à Sarah pour leur premier anniversaire. La nouvelle l'a anéanti. On demanda à Michael de confirmer l'identité. Il ne fut pas autorisé à voir le visage. Il ne restait d'ailleurs plus grand-chose à voir, mais le collier lui suffit. Son esprit s'y accrocha comme un naufragé à une planche de bois. Si on lui disait que c'était elle, alors c'était forcément elle. Les funérailles furent modestes. Michael ne voulait pas de spectacle. Il l'enterra dans le cimetière de la ville, dans une tombe modeste sous un chêne tordu. La pluie tombait tandis qu'il descendait le cercueil dans la terre, les mains engourdies, le cœur vide. Mais un détail le taraudait. Une petite incohérence, presque imperceptible. Le rapport du médecin légiste mentionnait une bague trouvée au doigt du corps, un simple anneau en argent que Michael n'avait jamais vu auparavant. Sarah ne portait jamais de bague, à part son alliance. Lorsqu'il posa la question, les autorités balayèrent son interrogation d'un revers de main. « Elle a pu être donnée par son ravisseur, dirent-ils. Cela ne veut rien dire. » Michael voulait les croire. Il avait besoin de les croire, car l'alternative, à savoir qu'il avait enterré quelqu'un d'autre, que Sarah était toujours quelque part, était trop douloureuse à envisager. Au cours des années qui suivirent, Michael vécut dans le brouillard. Incapable de supporter le silence qui envahissait la maison, il la vendit. Il emménagea dans un petit appartement plus près de la ville, travaillant au gré des petits boulots, vivant en reclus. Le monde continuait de tourner autour de lui, mais Michael restait prisonnier de ce moment, de cette nuit où la porte s'était ouverte et où elle avait disparu. La culpabilité le rongeait. Il aurait dû partir quand elle le lui avait demandé. Il aurait dû la croire. Chaque bruit étrange, chaque aperçu d'une voiture, sombre dans son rétroviseur, raviva ses anciennes peurs. Il se réveillait parfois en sueur, convaincu d'avoir entendu Sarah l'appeler. Il se rendait souvent sur sa tombe, lui parlant comme si elle pouvait l'entendre, s'excusant encore et encore de ne pas l'avoir sauvée. Si cette histoire fait déjà battre votre cœur ou remue quelque chose au plus profond de vous, faites-le nous savoir. Cliquez sur j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Chaque histoire que nous racontons devient encore plus forte grâce à votre voix. Votre point de vue compte, aujourd'hui, plus que jamais. 10 années se sont écoulées dans un long brouillard gris, jusqu'à la nuit où la sonnette a retenti. Quand il l'a vue debout devant lui, trempée par la pluie, tremblante, les yeux écarquillés de terreur, son esprit a refusé d'accepter la réalité. Sarah, vivante, la femme qu'il avait enterrée. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle l'a simplement regardé comme si elle n'était pas sûre qu'il était réel. Ses vêtements étaient déchirés, ses chaussures couvertes de boue et ses mains tremblaient. Michael a reculé instinctivement, le sol se dérobant sous ses pieds. « Sarah ?» Sa voix se brisa, incrédule. Elle acquiesça lentement, les larmes coulant sur ses joues. Il tendit la main, presque effrayé de la toucher, de peur qu'elle ne disparaisse comme un fantôme. Ses doigts effleurèrent ses cheveux mouillés, et elle sursauta violemment, se reculant. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « laisse-moi entrer. »
Ils arrivent. L'instinct de Michael lui criait de claquer la porte, de s'enfuir. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais l'amour a le pouvoir de surmonter la peur. Il s'écarta. Sarah trébucha à l'intérieur et il referma la porte derrière elle, la verrouillant soigneusement, même s'il n'avait aucune idée de qui ou de quoi il se cachait. Elle s'effondra sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. Michael s'agenouilla à côté d'elle, submergé par 1000 questions, mais trop effrayé pour en poser une seule. Où était-elle? Qui la poursuivait? Et, plus troublant encore, si Sarah était vivante, qui avait-il enterré 10 ans auparavant? Le salon était faiblement éclairé par une seule lampe, projetant de longues ombres tremblantes sur les murs. Michael s'assit en face de Sarah, les mains serrées sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Chaque fibre de son être voulait des réponses, mais il pouvait le voir en elle. Sarah était brisée, à bout, tenue uniquement par sa volonté. Pendant plusieurs minutes, aucun d'eux ne parla. Seul le bruit de la tempête dehors remplissait le silence. Finalement, Michael se pencha en avant et dit d'une voix basse « Sarah, que t'est-il arrivé ?» Elle hésita, jetant des regards vers les fenêtres, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un, ou quelque chose, fasse irruption à tout moment. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle commença à raconter une histoire qui bouleversa tout ce que Michael croyait savoir. Il y a 10 ans, Sarah avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Alors qu'elle travaillait dans une agence immobilière locale, elle était tombée sur une série de transactions louches, des propriétés achetées et vendues sous de faux noms, des sommes d'argent colossales transférées à l'étranger. Il ne s'agissait pas seulement de fraude, c'était quelque chose de plus sombre. Quelque chose lié à des personnes puissantes. Sarah s'était confiée à une amie, une femme nommée Mélanie Carter, qui lui avait promis de l'aider à révéler la vérité. Mais quelques jours plus tard, Mélanie avait disparu sans laisser de traces. Sarah avait alors compris qu'elle était surveillée. Elle a essayé de s'adresser aux autorités, mais chaque fois qu'elle s'approchait, quelqu'un de l'intérieur l'avertissait, d'abord par des menaces subtiles, puis de moins en moins subtiles. La nuit où elle avait supplié Michael de quitter la ville, elle avait aperçu un SUV noir, garé près de leur maison, le même que celui que Michael avait vu plus tard, alors qu'elle le regardait fixement. Sarah avait vu juste. Ils en avaient après elle. Sa disparition n'était pas accidentelle. « Ils m'ont kidnappé », dit-elle d'une voix tremblante, « mais ils ne m'ont pas tué. Ils m'ont fait disparaître. » Michael avait du mal à comprendre ces paroles. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Sarah s'essuya les yeux. « Ils avaient besoin de moi vivante, comme moyen de pression, comme assurance. Ils m'ont fait vivre sous un autre nom, dans un autre état, toujours surveillé, toujours contrôlé. Si j'essayais de m'enfuir, si j'essayais de te contacter, ils menaçaient de te tuer. » Plus elle parlait, plus Michael réalisait l'ampleur de l'affaire. Des noms, des visages, tous cachés derrière des couches de corruption. Les gens que Sarah craignait n'étaient pas de petits criminels. Ils étaient influents, protégés et impitoyables. Michael savait qu'il devait découvrir qui était derrière tout ça. Il ne pouvait pas s'adresser à la police locale. Si elle avait été compromise à l'époque, il ne savait pas à qui il pouvait faire confiance aujourd'hui. Il décida plutôt de contacter un vieil ami, David Harris, un ancien journaliste qui s'était fait un nom en dévoilant des scandales politiques. Si quelqu'un pouvait découvrir la vérité, c'était bien David. David écouta patiemment Michael lui raconter toute l'histoire, son front se plissant davantage à chaque mot. « Cela semble plus grave que tu ne le penses », avertit David. « Si Sarah a raison, tu te frottes à un nid de guêpes. »« Je m'en fiche », répondit Michael d'un ton sec. « Ils lui ont volé 10 ans de sa vie. Ils m'ont obligé à enterrer une femme que je ne connaissais même pas. Je veux la vérité. » David accepta de l'aider, mais avec prudence. Il commença par consulter d'anciens registres fonciers, remontant la piste des fausses ventes que Sarah avait découvertes des années plus tôt. Ce qu'il trouva était effrayant. Des dizaines de transactions liées à des sociétés écrans, toutes reliées à un seul nom, Victor Crowley. Victor Crowley était un homme d'affaires respecté en apparence, voire un philanthrope. Mais derrière cette façade impeccable, des rumeurs faisaient état de liens avec le crime organisé, de corruption et pire encore,
Personne n'avait jamais pu prouver quoi que ce soit. Ceux qui avaient essayé avaient disparu. Au fur et à mesure que David creusait, des choses étranges ont commencé à se produire. Les pneus de sa voiture ont été crevés. Il a reçu des appels téléphoniques anonymes, silencieux et menaçants. Son appartement a été cambriolé, mais rien n'a été volé, juste assez pour envoyer un message. Michael a également remarqué qu'il était suivi. Des voitures sombres rôdaient devant son appartement. Des hommes en civil, prétendant faire leur jogging, surveillaient chacun de ses mouvements. L'étau se resserrait. Pendant ce temps, Sarah avait du mal à s'adapter à la liberté. Elle sursautait au moindre bruit, vérifiait obsessionnellement les serrures et refusait de rester seule. Michael faisait de son mieux pour la protéger, mais il savait que le temps pressait. Ils avaient réveillé un géant endormi. Un soir, David se présenta à la porte de Michael, le visage pâle. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il en mettant un dossier dans les mains de Michael. À l'intérieur se trouvaient des photos, des documents, la preuve que l'officier Dean Larson, un policier de leur ville natale, travaillait pour Crowley depuis le début. Il avait aidé à couvrir des activités illégales et avait peut-être orchestré la disparition de Sarah. Michael bouillait de rage. Il avait fait confiance à l'agent Larson. Il avait cru à ses promesses après la disparition de Sarah. Maintenant, il réalisait que ses promesses n'étaient qu'un mensonge soigneusement élaboré. Déterminés à agir, Michael et David élaborèrent un plan. Ils allaient confronter Larson, lui arracher la vérité et l'utiliser pour faire tomber Crowley. C'était risqué. Cela pouvait leur coûter la vie. Mais Michael avait déjà trop perdu pour avoir peur. Alors qu'il se préparait à affronter l'officier corrompu, Sarah était assise tranquillement près de la fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité. Michael s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Je vais régler ça », promit-il. Sarah se tourna vers lui, et l'éclat de la femme dont il se souvenait brilla un instant dans ses yeux hantés. « Je sais que tu y arriveras », murmura-t-elle. Aucun d'eux ne le savait encore. Mais la tempête qu'il s'apprêtait à déclencher allait révéler des secrets encore plus sombres, des secrets qui allaient tout changer. La nuit était inhabituellement calme, lorsque Michael et David se dirigèrent vers la modeste maison de l'officier Dean Larson, à la périphérie de la ville. Le monde semblait retenir son souffle, les seuls bruits étant celui de leurs pas crissants sur le gravier de l'allée. Le cœur de Michael battait si fort qu'il se demanda si Larson pouvait l'entendre. David ajusta le petit enregistreur caché dans sa veste. Ils avaient tout planifié dans les moindres détails, faire parler Larson, obtenir des aveux et tout révéler. Ce n'était pas infaillible, mais c'était leur seule chance. Michael sonna à la porte. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis la porte s'ouvrit en grinçant, révélant la silhouette imposante de Larson. Ses yeux se plissèrent immédiatement et sa main se posa instinctivement sur l'arme à sa hanche. « Qu'est-ce que tu fous ici, Bennett ?» grogna Larson. Michael esquissa un sourire pour masquer sa rage. « Je veux juste parler de Sarah. » À l'évocation de son nom, Larson se raidit. Son regard se posa sur eux, puis se perdit dans la nuit, son visage trahissant sa paranoïa. Mais après un moment d'hésitation, il s'écarta. « 5 minutes, marmonna-t-il. À l'intérieur, la maison sentait la bière éventée et la fumée de cigarettes. Michael s'assit, sentant la tension monter à chaque seconde. « Nous savons que vous avez aidé Victor Crowley, » dit David sans détour. Le visage de Larson s'assombrit. « Vous jouez un jeu dangereux. Et vous en avez joué un il y a 10 ans, » rétorqua Michael. « Où est la fille que vous m'avez fait enterrer ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'électricité. Larson rit sans humour. « Tu crois que tu veux la vérité, Bennett? Tu ne la veux pas. » Michael se pencha en avant, la voix basse et calme. « Essaie toujours. » Larson le fixa longuement avant de finalement parler. « La femme que tu as enterrée n'était pas ta femme, » dit-il. « C'était une fugueuse. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Crowley avait besoin que Sarah disparaisse. Il avait besoin d'un moyen de pression. Alors on a mis ça en scène. » Michael eut un haut le cœur. « Vous m'avez laissé enterrer une inconnue. »
Larson haussa les épaules. Il fallait que ce soit convaincant. Le collier, les fausses preuves. Vous y avez cru. Tout le monde y a cru. Michael serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. « Et Sarah ?» demanda-t-il entre ses dents. Les yeux de Larson brillèrent d'une lueur proche de la pitié. Elle était censée rester loin d'ici. Mais Crowley, il ne lâche pas prise. Si elle est de retour, vous êtes tous les deux déjà morts. David, sentant l'urgence, insista davantage. Nous avons des preuves, Larson, des titres de propriété, des liens financiers. Vous pouvez vous aider en parlant. Larson secoua la tête. Vous ne comprenez pas. C'est plus gros que Crowley. Il n'est qu'un pion. Si vous le faites tomber, un autre prendra sa place. Le poids de ces mots frappa Michael comme un coup de massue. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme. C'était tout un système, un empire bâti sur la peur et le silence. Avant qu'il puisse insister, Larson se figea, le regard rivé sur la fenêtre. Des phares. 2 SUV noirs s'engageaient dans l'allée. « Ils vous ont trouvé !» siffla Larson. « Partez, tout de suite !» Michael et David se précipitèrent vers la porte arrière, le visage de Sarah surgissant dans l'esprit de Michael. Il devait la retrouver. Alors qu'ils se glissaient dans l'obscurité, des coups de feu déchirèrent le silence de la nuit. Larson, debout dans l'embrasure de la porte, riposta, leur accordant quelques précieuses secondes pour s'échapper. Ils ne se retournèrent pas. De retour à l'appartement de Michael, Sarah attendait, faisant les 100 pas nerveusement. Lorsqu'ils franchirent la porte, essoufflée et blessée par des coupures mineures, elle courut vers eux. « Que s'est-il passé ? Ils sont au courant, haleta Michael. Nous devons partir, tout de suite. » Ils prirent le peu qu'ils pouvaient, de l'argent, des documents, les téléphones jetables que David avait apportés au cas où, et disparurent dans la nuit. David s'arrangea pour qu'ils se cachent dans un refuge situé à 3 villes de là, une cabane délabrée entourée d'une forêt dense. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était isolé. Là, à la lueur vacillante d'une seule ampoule, ils se regroupèrent. Sarah, enfin loin du danger immédiat, leur raconta tout ce qu'elle ne leur avait pas dit auparavant. Crowley avait prévu de l'utiliser comme moyen de pression contre un rival au sein de son réseau. Mais lorsque la situation a changé, elle est devenue un boulet. Au lieu de la tuer, ils ont enterré le faux cadavre pour clore le chapitre et l'ont fait passer dans un autre état où elle était surveillée en permanence. L'homme chargé de la surveiller, celui qui l'a finalement aidé à s'échapper, était quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance. Un ancien policier devenu homme de main qui avait pris conscience trop tard de ses actes. Il l'a payé de sa vie. La fuite de Sarah avait été chaotique et improvisée. Elle n'avait pas osé contacter Michael directement, sachant que cela le mettrait immédiatement en danger. Mais après 10 ans de cavale, quelque chose en elle s'était brisé. Elle devait le revoir, quel qu'en soit le risque. En écoutant son histoire, Michael ressentit une rage si profonde qu'elle faillit le consumer. Il lui avait volé sa vie, il leur avait volé leur vie, et il n'allait pas les laisser s'en tirer comme ça. David proposa un plan dangereux, dénoncer Crowley et son réseau par l'intermédiaire d'un journaliste indépendant prêt à prendre le risque. C'était le seul moyen d'éviter les flics ripoux et les tribunaux corrompus. Ce serait dangereux. Il ne survivrait peut-être pas, mais il devait essayer, car désormais, il ne s'agissait plus seulement de Sarah. Il s'agissait de toutes les vies innocentes brisées par des hommes comme Crowley. Le lendemain, ils prirent contact avec une journaliste connue pour faire tomber des personnalités puissantes. Elle s'appelait Alicia Marlowe et accepta de les rencontrer dans un restaurant isolé. Tandis que Sarah racontait son histoire, Alicia enregistrait chaque mot, le visage sombre. Lorsqu'ils lui remirent les preuves rassemblées par David, les titres de propriété, les liens avec l'officier Larson, les traces financières menant à Crowley, Alicia se pencha en arrière et expira bruyamment. « Ça, dit-elle, ça va faire trembler les fondations. » Mais même si l'espoir renaissait dans le cœur de Michael, il savait que le combat était loin d'être terminé. Car Crowley n'était pas seulement puissant, il était impitoyable. Et il ne se laisserait pas faire sans livrer bataille. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension et une peur incessantes.
Alicia Marlowe agit rapidement, rassemblant les preuves, vérifiant chaque piste, préparant l'article qui allait déclencher une tempête. Pendant ce temps, Michael, Sarah et David restaient cachés, changeant de lieu tous les 2 ou 3 jours, sentant constamment des regards les observer dans l'ombre. Lorsque l'article fut enfin publié, ce fut l'explosion. Le titre fit la une des sites d'information et des chaînes de télévision à travers tout le pays. Un magnate de l'immobilier lié à des disparitions, à la corruption et à des meurtres. Les preuves étaient irréfutables. Alicia avait tissé une histoire accablante qui impliquait non seulement Victor Crowley, mais aussi tout un réseau de fonctionnaires, dont l'officier Dean Larson, qui avait discrètement démissionné quelques jours avant la publication de l'article. Les répercussions furent immédiates et brutales. Crowley a été arrêté lors d'une descente de police dans l'une de ses propriétés en bord de mer. Sous les flashs des appareils photos et les questions des journalistes, il a conservé son sang-froid, mais tout le monde pouvait voir les fissures. Son empire s'est effondré du jour au lendemain. Les investisseurs l'ont abandonné. Ses alliés ont pris leur distance. Mais la victoire a eu un prix élevé. 2 jours après l'arrestation de Crowley, David Harris a été retrouvé mort dans une chambre de motel, apparemment suicidé. Michael n'y crut pas une seconde. Sarah non plus. Il savait que le réseau de Crowley ne s'arrêtait pas à ses menottes. Michael s'en voulait. David avait tout risqué pour les aider, et maintenant il n'était plus là. Sarah essaya de le réconforter, mais aucun mot n'était assez fort pour combler le vide laissé derrière lui. Ils assistèrent en secret aux funérailles de David, debout au fond de l'église, tandis que le pasteur parlait de courage et de sacrifice. Michael serra la main de Sarah si fort qu'il lui fit mal, comme pour se protéger de l'injustice qui les entourait. La vie, après la chute de Crowley, n'était pas le conte de fées qu'ils avaient imaginé. Sarah était tourmentée par des cauchemars et se réveillait parfois en hurlant, convaincue qu'on la traquait toujours. Michael aussi portait ses propres cicatrices, sachant que même la justice n'apportait pas la paix. Mais au milieu de la douleur, il y avait des moments de lumière. Ils avaient quitté leur ancienne ville pour s'installer dans un endroit calme près des montagnes, où personne ne connaissait leur nom. Ils s'étaient construit une petite vie à partir de rien, un jardin dans leur cour, de longues promenades au bord de la rivière, de simples dîners à la lueur des bougies. Ce n'était pas la vie dont ils avaient rêvé autrefois, mais c'était la leur. Michael se surprenait souvent à regarder Sarah, émerveillé qu'elle soit réelle, qu'elle ait survécu contre toute attente. Il avait enterré une étrangère, pleuré une femme qu'il croyait perdue à jamais, pour la retrouver grâce à un coup du destin si improbable qu'il semblait miraculeux. Parfois, lorsque le passé le rattrapait, il s'asseyait près du feu et se rappelait « l'amour » les avait sauvés. Pas parfaitement, pas sans douleur, mais suffisamment. Et dans un monde souvent régi par la cruauté et la cupidité, suffisamment était parfois la chose la plus puissante qui soit. L'histoire de Michael et Sarah nous rappelle que parfois, les plus grandes batailles se livrent en silence, et que la survie a un coût bien plus élevé que ce que nous pouvons imaginer. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Qu'auriez-vous fait si la personne que vous aimiez avait disparu sans laisser de traces ? Auriez-vous été capable de tourner la page ou auriez-vous continué à chercher, quel qu'en soit le prix? Partagez vos réflexions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et je suis toujours impressionné par la perspicacité et l'empathie dont fait preuve cette communauté. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait ressentir le poids de l'espoir et de la trahison, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime autant que vous les histoires criminelles vraies. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable comme celle-ci. Car parfois, la vérité est vraiment plus étrange et bien plus déchirante que la fiction. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous.